Bonjour, merci pour l'invitation et je suis très heureuse de présenter à nouveau cette présentation. J'ai déjà fait quelques fois en Fédération Wallonie-Bruxelles et puis surtout de passer après cette présentation qui a apporté beaucoup de chiffres, une autre perspective et qui pour moi met en lumière pas mal d'aspects dans l'étude qui avait été menée l'an dernier, il y a un an et demi maintenant. Alors dans cette présentation, je vais revenir rapidement à l'origine de la recherche, d'où c'est venu, pourquoi on a décidé de mener cette recherche à l'ARES. Je dirai un rapide mot sur la méthode. Je serai assez rapide aussi sur les parcours qui ont émergé, les types de parcours de réussite, et je reviendrai sur la notion de réussite qui a été abordée. Et puis, c'est mon dernier point qui est le plus important dans cette présentation, je m'attarderai sur ce que disent les étudiants de leur parcours, ce qu'ils disent de leur réussite, et puis ce qu'ils disent des institutions au sein desquelles ils ont évolué. Alors pourquoi cette étude ? L'idée de cette étude, elle est née au sein de l'ARES, donc l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur, au sein de sa commission de l'aide à la réussite, qui réunit différents représentants des institutions d'enseignement supérieur, sur des questions d'aide à la réussite. Et puis dans le cadre qui a été évoqué, celui du décret paysage, de l'évolution de la notion de réussite et de l'évolution des parcours des étudiants, se posait toute une série de questions. Comment définir la réussite ? On vient de l'aborder, on a vu la petite vidéo très parlante. Qu'en disent les étudiants ? Comment se passe leur parcours ? Et du coup, quels outils peuvent favoriser leur réussite ? Donc je suis arrivée dans ce cadre-là et on partait aussi d'un double constat. D'une part, ça a été dit, l'abandon des études et l'échec étudiant sont des données persistantes en Fédération Wallonie-Bruxelles de manière constante depuis un certain nombre d'années. D'autre part, on observe un développement des pratiques pédagogiques de promotion de la réussite qui est constant aussi. Et donc l'aide à la réussite augmente, mais l'échec et l'abandon ne diminuent pas pour autant. Donc j'aborderai un double questionnement dans la présentation. D'une part, quels sont ces fameux parcours de réussite qu'on identifie depuis 2014 ? Et je vais venir sur la méthode et sur les populations qui ont été étudiées. Et puis, que nous disent les étudiants de ces parcours ? Qu'est-ce qu'on peut récolter comme récit de parcours ? Alors, très simplement, ce qu'on a considéré comme étant un parcours de réussite dans cette recherche, c'était un parcours qui mène à l'obtention d'un diplôme. Et ce diplôme il peut être obtenu après avoir couru sur une route toute droite que vous voyez au centre ou, on l'a évoqué aussi, après avoir emprunté des chemins un peu sinueux, parfois très très sinueux, je l'aborderai. Donc c'était notre point de départ. Les personnes à qui on veut s'intéresser, ce sont celles qui arrivent en fin de parcours et qui reçoivent leur diplôme, quel que soit le parcours en question, quel que soit le nombre d'années d'études qui a mené à l'obtention de ce diplôme de bachelier. Alors, un mot sur la méthode. Donc, le terrain, c'était tous les étudiants en fin de bachelier en 2016-2017. Donc, l'étude avait commencé en février 2017, toutes formes d'enseignement confondues. Alors, pourquoi eux et pas des étudiants qui étaient déjà diplômés, par exemple ? Pour une question d'accès, on voulait pouvoir atteindre ces étudiants via leur établissement. Une fois qu'ils sont diplômés, il y en a une partie qui disparaît dans la nature et il est plus difficile de les contacter. C'était 2016-2017, on arrivait à la diplomation de la première cohorte qui était entrée en B1 sous le décret paysage. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on n'avait pas tous ceux qui ont abandonné, qui ont arrêté à un moment ou à un autre, et puis que les étudiants qu'on a interrogés via le questionnaire puis via les entretiens n'étaient pas encore diplômés. Ils arrivaient en fin d'année, les questionnaires ont lieu en avril et les entretiens durant l'été, donc certains commençaient à être diplômés, d'autres ne l'étaient pas encore. Alors il y a eu deux méthodes de récolte des données. D'une part, un questionnaire, j'ai dit, qui a été lancé en avril 2017, et donc qui s'adressait à toute la population de BA3, tout type d'enseignement confondu, en Fédération Wallonie-Bruxelles. On arrivait à un taux de réponse d'environ 8% sur la population totale, donc. Je vous ai mis entre parenthèses les chiffres des étudiants du pôle qui ont répondu. Donc on a, sur les 2505 réponses, il y avait 1315 réponses d'étudiants de la région, du pôle Bruxelles. Et puis, deuxième méthode de récolte des données, ça a été des entretiens qui ont été menés en août et en septembre 2017 et qui visaient à rencontrer différents parcours, différents profils d'étudiants, et donc qui avaient été sélectionnés sur base de leurs réponses au questionnaire et du parcours type dans lequel ils s'inscrivaient.
Alors, quels sont ces parcours qu'on a pu observer? Alors, on a construit plusieurs indices pour les cerner, ces parcours. D'une part, un indice basé sur la durée des études, en demandant aux étudiants en quelle année ils avaient commencé leurs études supérieures, et puis en quelle année ils avaient commencé les études actuelles. Ça donnait 3 possibilités, soit un parcours direct en 3 ans, soit un parcours intermédiaire, on perd 1 an ou 2, parfois 3, ou un parcours long, plus de 6 ans, on était souvent alors dans des cas de reprise d'études. Deuxième indice, c'était la personnalisation du parcours. Quelles sont les particularités du parcours? Est-ce que l'étudiant a eu un allègement ou étalement? Est-ce qu'il a interrompu son parcours? Est-ce qu'il a connu une réorientation? Deuxièmement, ce que j'ai appelé la cohérence du parcours. Donc, c'était l'adéquation entre le PAE, le programme annuel étudiant, et le programme qui est proposé par l'établissement pour le bloc correspondant. Et troisièmement, la mobilité. Donc, est-ce que l'étudiant a effectué un stage ou séjour dans un autre établissement et ou à l'étranger. Alors ici aussi, on avait 3 possibilités, soit un parcours classique, l'étudiant suit le programme annuel par bloc proposé par son établissement sans s'en écarter, soit un programme personnalisé, et dans certains cas, un programme très personnalisé. Alors lorsqu'on croise ces 3 possibilités, direct, intermédiaire, long et classique, personnalisé, très personnalisé, on obtient 9 possibilités qui permettent donc de construire ce qu'on appelle un indice typologique et de faire émerger ces parcours types. Il y a 9 profils types qui émergeaient alors, donc je ne vais pas venir en détail sur tous les pourcentages qui sont indiqués ici. Ce qu'on remarque, c'est que la plupart des étudiants qui ont répondu au questionnaire s'inscrivaient dans un parcours intermédiaire en 4-5 ans et personnalisé, ou direct et personnalisé. Alors, deuxième usage qui a été fait du questionnaire était basé sur toute une série d'autres questions. Donc, dans le questionnaire, il y avait 2 parties. D'une part, ces questions que je viens d'évoquer qui nous permettaient de cerner le parcours de l'étudiant, et d'autre part, des questions sur différentes variables qui, là, permettaient de cerner le profil de l'étudiant. Donc, le profil de l'étudiant, c'était le type d'enseignement, l'endroit où était situé son établissement, le domaine qu'il étudiait, etc. Le soutien pédagogique dont l'étudiant disait avoir bénéficié pendant son parcours. Ce qu'on appelait la socialisation, donc c'est la mesure dans laquelle l'étudiant participait à des groupes au sein de l'établissement, à des parrainages par exemple. Ce que l'étudiant disait de son engagement dans les études, l'assiduité aux cours, l'assiduité dans le travail personnel, son profil personnel, donc le genre, l'âge, etc. Le capital culturel, la langue maternelle et de l'étudiant et de ses parents, le niveau d'études des parents. Sa situation socio-économique, ça s'est résumé à demander à l'étudiant s'il bénéficiait d'aide sociale ou non. La situation familiale, est-ce que c'est un étudiant qui a déjà des enfants, par exemple? La situation professionnelle, est-ce qu'il a un travail à temps plein ou qui occupe une partie importante de son temps sur la semaine, et son parcours scolaire antérieur, donc qu'est-ce qu'il a fait en secondaire, et puis est-ce qu'il avait déjà effectué d'autres études avant, celles pour lesquelles il répondait. Alors, toutes ces variables, toutes ces questions, elles nous ont servi à chercher des corrélations entre les parcours types et ces différentes informations. Alors, chercher des corrélations, ça ne veut pas dire chercher des causalités. L'idée, c'est vraiment de voir s'il y a un rapport entre le fait d'avoir telle ou telle caractéristique et le fait d'être engagé dans tel ou tel parcours. Ça ne veut pas dire que c'est parce qu'on parce qu'on est marqué par telle caractéristique qu'on est engagé dans tel parcours. 2-3 informations. Ce qui est ressorti du questionnaire, c'est que avoir bénéficié d'un soutien pédagogique important n'était pas corrélé à un parcours direct. Au contraire. Et donc là, c'est pas tout à fait en lien avec ce qu'on vient d'entendre, et pour différentes raisons. Donc, à mon avis, ça serait bien d'en reparler pendant les questions. Alors, Madame Dehon expliquait que donc, les étudiants qui participaient à l'aide à la réussite dans le cadre de ces enseignements, eh bien, ceux qui participaient, on le voit, c'est plutôt des étudiants de première génération, des étudiants qui viennent du général, des étudiants qui ont un certain bagage et peut-être pas ceux qui ont le plus besoin de cette aide. Ce qui ressortait du questionnaire ici, c'était pas tout à fait ça. Maintenant, le soutien pédagogique que j'abordais, c'était pas uniquement une aide à la réussite sur des matières pédagogiques. Le soutien pédagogique, ça pouvait être un prof qui les a soutenus pendant leur parcours. Ça pouvait être la rencontre avec un coach pédagogique. Et puis ce soutien pédagogique aussi, il n'intervenait pas toujours dans les premiers temps. J'ai
par la suite, c'est les entretiens qui m'ont permis de spécifier ça, je me suis rendu compte qu'il y avait au contraire des étudiants qui ont traîné dans les premières années, qui n'utilisaient pas ces aides à la réussite qui leur sont proposées, que ce soit dans le cadre des cours ou bien en dehors, les séances de méthodologie, etc. Et puis arrivé à un certain moment du parcours, il y a un déclic, on se fait un peu violence parce que finalement on se rend compte qu'on a besoin d'aide. Mais parfois ça arrive au bout de 4-5 ans quand on commence à traîner dans le bachelier et puis qu'il y a une menace de ne plus pouvoir continuer aussi. Donc on pourra peut-être rediscuter de cette donnée-là. Alors ça n'étonnera personne, il y a une corrélation évidente entre l'engagement des étudiants dans leurs études et la réussite directe. Et puis, ce qui apparaissait aussi, c'est que les étudiants dans le questionnaire qu'on pouvait qualifier de faible capital culturel, donc soit leur langue maternelle n'est pas le français ou celle de leurs parents, le niveau d'études des parents est particulièrement bas, etc., allaient être moins nombreux que les autres à avoir un parcours direct, sauf si ce parcours était très personnalisé. Et donc ça a attiré mon attention sur la dimension potentiellement positive de cette personnalisation des parcours rendus possible par le décret dans le cadre d'étudiants qui ont des parcours, enfin des profils en tout cas un peu particuliers. Je vais revenir en analysant la suite. Alors, j'en arrive maintenant à ce que disent les étudiants de leur parcours, parce que la recherche a porté principalement sur ça, entendre leur récit et essayer de voir ce qui ressortait et ce qui était commun à la plupart d'entre eux. Et donc, j'en arrive à la deuxième méthode de récolte des données, donc, qui a été une série d'entretiens réalisés pendant l'été 2017, avec des étudiants dans la mesure du possible qui représentaient tous les parcours qui avaient été mis en évidence. Il y a 2 parcours qui n'ont pas pu être représentés dans les entretiens. On avait 11 femmes et 6 hommes, 7 étudiants de la région bruxelloise. Alors, déjà, lorsque j'ai analysé les questionnaires, et donc le questionnaire était principalement basé sur des questions fermées, des choix multiples, etc., mais il y avait souvent une possibilité libre de laisser un commentaire. Et donc, lorsque j'ai analysé ce que les étudiants disaient déjà dans les commentaires de leur questionnaire, ce qui ressortait très vite, au-delà de ce qu'eux pouvaient me dire sur leur réussite, sur les aspects pédagogiques, formatifs et ce qu'ils apprenaient dans leurs études, c'était tous les enjeux à la fois émotionnels et sociaux de leur parcours. Et donc tout ce que ce parcours représentait pour eux dans leur évolution personnelle, etc. Et très vite, un des termes qui m'a marqué et qui revenait le plus souvent, c'était la notion d'épreuve. Et où on ressentait que pour ces étudiants qui s'exprimaient dans les commentaires et puis après dans les entretiens, ce parcours d'études, qu'il soit bien réussi ou difficilement réussi, finalement, ça s'apparentait toujours à une épreuve, avec des bouleversements importants, des vrais changements pour l'étudiant, et évidemment toujours un saut vers l'inconnu. Et la notion qui m'est venue en tête en analysant ces questionnaires, c'était l'idée de rite de passage. Alors, la première image mentale qui me vient et qui est fortement marquée, je suppose, par mes préjugés, rite de passage, ce sont ces rites de passage dans des sociétés qu'on estime traditionnelles. Donc, je suis retournée à toute cette littérature anthropologique sur les rites de passage, où on nous explique qu'un rite de passage, c'est une série d'actes symboliques qui vont faire passer l'individu d'un état social à un autre. D'enfant, on devient un homme ou une femme, ça dépend évidemment du groupe et des rites en question. Et alors, on voit que ces rites de passage, ils se symbolisent dans toutes les sociétés par des choses communes. Il y a différentes étapes, par exemple. Une étape où les personnes à initier vont être d'abord séparés du groupe, vivre à la marge, et puis ce qu'on appelle l'agrégation, donc revenir dans le groupe en ayant bénéficié de ce nouveau statut social. Et donc en approfondissant un peu cette littérature, je me suis rendu compte que c'était une littérature qui était déjà mobilisée dans les analyses en sociologie de l'éducation supérieure, avec notamment les analyses d'Alain Coulon sur le métier d'étudiant, et où donc finalement ces étudiants dans un auditoire, ils sont peut-être autant engagés dans une sorte de rite de passage que les jeunes hommes qu'on voit ici. Alors Alain Coulon, en 1997, écrit un ouvrage sur l'affiliation au métier d'étudiant, où il nous dit, je cite, que apprendre le métier d'étudiant, et lui sa recherche menée sur une université en région parisienne, apprendre le métier d'étudiant consiste à apprendre les nombreux codes qui jalonnent la vie intellectuelle et à faire en sorte que les enseignants, qui sont aussi les évaluateurs des étudiants, reconnaissent qu'ils en manifestent une maîtrise suffisante pour l'exercer. Donc ça veut dire que l'idée, c'est pas simplement d'acquérir des compétences, mais c'est aussi et peut-être surtout apprendre la manière de montrer qu'on la possède ou qu'on les possède, ces compétences. Alors,
ça, c'est une chose, essayer d'approcher ces parcours sous cet angle sociologique, mais une question quand même, c'est, bon, ok, on passe d'un état social à un autre, il y a un rite de passage, mais à quoi il sert ce rite? Et donc là, je me suis intéressée à la littérature de Pierre Bourdieu en la matière, qui a beaucoup travaillé sur sociologie de l'éducation, notamment de l'éducation supérieure, et qui nous explique que les rites, ils servent toujours, il n'appelait pas les rites des rites de passage, il les appelait des rites d'institution. Parce que passer, c'est ce qui se passe, mais à quoi ça sert? Ça sert à instituer, à légitimer des différences qui seraient marquées socialement. Et donc, bien sûr, la fonction de l'enseignement supérieur, c'est la fonction pédagogique, formative et éducative, mais ce n'est pas la seule fonction, et il y en a d'autres qu'on doit prendre en compte, à mon avis, si on veut pouvoir comprendre le phénomène dans sa globalité, et puis réfléchir à des pistes pour améliorer ces processus. Alors, ce concept de rite de passage, à quoi il m'a servi concrètement? D'une part, c'est garder en tête qu'il y a un changement de statut social. D'élève ou d'étudiant, on va passer à diplômé. C'est l'idée que ce rite, ces études supérieures, elles s'imbriquent dans un ordre social, donc au-delà de la fonction éducative, ce que je disais. Alors l'image que j'ai indiquée ici, elle fait référence à une remarque, à mon avis, volontairement provocatrice de ce sociologue, Pierre Bourdieu, qui disait « Le diplôme appartient tout autant à la magie sociale que les amulettes ». Et donc que dans le diplôme, il y avait évidemment la sanction de « oui, on a appris quelque chose, on est capable de », mais il y a aussi recevoir un marqueur qui nous différencie socialement, qui dit que on a réussi une étape, on est capable de, et puis tout ça, ça a des implications concrètes dans la vie sociale. Un diplôme, ça permet d'avoir un certain niveau de salaire, ça détermine la pénibilité du travail qu'on va exercer, etc. Donc c'est pas uniquement symbolique, tout ça, ça a des effets très concrets. Ça va toujours s'illustrer dans un mécanisme par étapes et qui ressort et qu'on connaît tous si on travaille au contact des étudiants, qui va être d'une part un temps, ce que l'on appelait le temps de l'étrangeté. On arrive dans les études supérieures, on découvre toute une nouvelle série de choses, c'est le saut dans l'inconnu, je vais y revenir. Ensuite, ce qu'on peut appeler le temps de l'apprentissage, on apprend à devenir étudiant, on intègre les normes et les contraintes qu'on doit connaître pour réussir, et puis ce qu'on va appeler le temps de l'affiliation chez Coulon, donc vraiment devenir étudiant, ou en tout cas le temps de l'agrégation, peut-être le temps de la réussite. Ça m'a permis de voir la réussite autrement aussi, en me disant, dans cette recherche, j'ai vraiment considéré la réussite d'un point de vue individuel, du point de vue de l'apprenant, de son émancipation. Est-ce que son parcours lui a permis d'avancer, de s'émanciper? Et je n'ai pas réfléchi en termes de coût pour la communauté française, par exemple. Deuxièmement, mais ça j'ai déjà dit, l'idée qu'il y a l'enjeu éducatif, mais il y a aussi tout l'enjeu émotionnel, social, etc. Et puis l'idée qu'on avait ces moments clés, et que ces moments clés, c'était peut-être des moments où l'étudiant est plus sensible, plus à risque aussi dans son parcours, et que si on veut l'aider, on doit les prendre en compte. Alors j'en reviens à des choses plus concrètes et à mes entretiens. Donc on peut, je le disais, différencier 3 temps, et c'est ce qui émerge dans tout parcours d'étudiant. D'une part, il y a l'entrée dans les études. Alors là, ça a été dit, les profils d'entrée dans le supérieur, ils sont très divers, et tous les profils d'entrée n'ont pas, d'une part, les mêmes chances d'arriver dans le supérieur, et puis ils n'ont pas les mêmes chances de réussite. Alors, dans notre enquête, on s'est rendu compte que, bien évidemment, toutes les difficultés rencontrées par les étudiants en début de parcours, elles ne s'expliquaient pas par les caractéristiques d'entrée. On rencontre Mathieu, par exemple, qui est un étudiant tout à fait déterminé socialement à faire des études, qui s'inscrit d'ailleurs dans la même filière universitaire que son père, mais qui, lui, va être complètement déstabilisé par l'autonomie et la liberté dont il va bénéficier à l'université, et pour lesquels il n'avait aucun outil, aucune ressource pour les gérer. Alors, entrer dans le supérieur, c'est donc d'abord choisir d'y entrer, et puis c'est choisir un domaine. Qu'est-ce qu'on va étudier? Et là aussi, ça va être déterminé par différentes choses en fonction des étudiants. Pour certains, c'est une vocation. Pour d'autres, je viens de l'évoquer, ça va être une tradition familiale. Pour certains, c'est le hasard. Et pour d'autres aussi, pour certains profils d'étudiants, c'est une réflexion stratégique. C'est s'inscrire dans tel ou tel diplôme parce que, avec ça, on est sûr d'avoir du travail. On ne va pas perdre son temps à faire des études pour rien.
Alors tous les étudiants que j'ai rencontrés, quand on discute un peu de quand est-ce qu'ils ont su qu'ils allaient faire des études, pourquoi ils ont fait ces études, pourquoi ils ont choisi ces études-là, etc., la dimension de gratification sociale qui va avec le diplôme qu'ils espèrent obtenir, elle est très présente dès le début. Donc, et qu'elle s'exprime en termes de reconnaissance sociale ou en termes du salaire qu'ils pensent pouvoir obtenir, du niveau d'emploi auquel ils pensent pouvoir accéder avec ce diplôme ou autre. Alors l'entrée, c'est pour tous les étudiants, finalement, quel que soit leur profil, se retrouver à la rentrée sur le pas de la même porte, j'ai dit, le saut vers l'inconnu. Et c'est un temps de l'étrangeté pour tous. Alors c'était intéressant pour moi de parler avec une étudiante qui était une étudiante étrangère, donc arrivée en Belgique en 2010 sans parler un mot de français. Et puis en 2014, elle décide de se lancer dans un bachelier universitaire en lettres. Elle me dit, mais je suis arrivée là le premier jour et je ne me sentais pas à ma place parce que elle ne parlait pas très bien français, elle était plus âgée que les autres étudiants, etc. Puis je ne me sentais pas du tout à ma place et puis je me suis rendu compte qu'en fait, personne ne se sentait à sa place et que tout le monde était insécurisé, tout le monde cherchait à rencontrer des gens, cherchait à comprendre comment ça fonctionnait, etc. Et donc là, je pense que tout le monde se retrouve finalement relativement démunis. Ça va être le temps de la première réunion d'accueil en auditoire, le temps des premiers cours, des premières exigences. On commence à se rendre compte, voilà, qu'est-ce qu'on attend de nous, étudiants, en termes de présence, en termes de participation aux cours, en termes de travail personnel, etc. Il y a certains enquêtés qui vont rapporter des propos relativement durs qui leur sont tenus pendant cette phase d'entrée, où d'entrée de jeu, on leur dit que ce sera difficile, mais pas toujours d'une manière qui motive, parfois d'une manière qui casse. Donc avec le fameux « regarder à gauche, regarder à droite, dans un an, il n'y en aura plus qu'un », etc. On l'a peut-être tous entendu. Il y a différentes variantes à cette remarque. En tout cas, ça m'a été rapporté par certains étudiants. Et donc, ces premiers jours, ces premières semaines, parfois ces premiers mois, ils vont vraiment amener l'étudiant à se confronter à la réalité du terrain. Qu'est-ce que c'est faire des études? Qu'est-ce que c'est cette institution dans laquelle ils s'inscrivent, etc. Alors les spécificités du métier ou du domaine qu'ils ont choisi, ça peut surprendre. Ce n'est pas toujours celle auxquelles ils avaient pensé. Et puis, je l'évoquais tout à l'heure aussi, l'autonomie et la liberté qui est certaine par rapport pour les étudiants qui viennent du système secondaire, en tout cas, vont conduire certains d'entre eux à se perdre dans ces premières semaines. Alors, c'est souvent la session de janvier qui va clôturer cette première phase et qui va être un choc pour certains, où là, on se rend compte quelles ont été les exigences et quels sont les résultats. Qu'est-ce qu'on obtient après avoir passé une première session d'examen? Est-ce que ça fonctionne de lire son cours 3 heures avant l'examen ou pas? Deuxième phase, ce sont ce que j'ai considéré comme les années d'études en elles-mêmes, donc pour ce parcours de bachelier. Et c'est une période dont Coulon, mais en ne parlant pas des années d'études, en parlant uniquement de l'apprentissage du métier d'étudiant, disait qu'il s'agit d'une période souvent douloureuse, faite d'incertitudes et de doutes, au cours de laquelle l'étudiant est anxieux. Alors l'étudiant, pendant ces années d'études, il est engagé dans ses études, mais il n'est pas encore assuré d'en voir la fin, il n'a pas encore son diplôme en main. Le monde de l'étudiant, on voit, et ça tout le monde le sait je pense dans cette pièce, va s'organiser de façon plus ou moins intense pour certaines autour de certains lieux, les salles de cours, les bibliothèques, les laboratoires, les lieux de stage, les ateliers, et dans une temporalité toute particulière à l'étudiant, les débuts de quadrille, les blocus, les périodes d'évaluation, etc. C'est une période où l'étudiant, s'il veut avancer dans son parcours, va intérioriser les normes et les pratiques de son établissement, de l'enseignement supérieur et parfois du métier choisi. Il va intérioriser toutes ces contraintes, ces exigences, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Et donc ce qui est important, c'est d'une part de les comprendre, ces contraintes, et de montrer qu'on les a compris, de montrer qu'on est un père, qu'on est un étudiant. Ça fait référence à l'idée de curriculum caché de Philippe Pernoud, qui explique que dans chaque apprentissage scolaire, il y a une part qui n'est pas programmée, qui n'est pas explicitée. Ça va être la façon de parler, la façon d'écrire, la façon de s'exprimer, par exemple. Et ça, dans les entretiens, on se rend compte que les étudiants, au fil du temps, ils sentent ces règles, même s'ils ne savent pas toujours mettre des mots dessus, même s'ils ne savent pas toujours les exprimer, mais ils ont quand même besoin de montrer qu'ils savent ce qu'il faut faire pour réussir, même si par ailleurs, ils n'arrivent pas toujours à le mettre en pratique. Donc, quand je parle avec les étudiants, on dit « oui, je sais
que pour réussir, je devrais faire ceci, je devrais me comporter de telle façon, etc. Mais j'y arrive pas. Et ça, ils n'arrivent pas toujours, par contre, à expliquer pourquoi et comment ils n'y arrivent pas. Alors, le fait d'intérioriser tout ça, ça permet à l'étudiant de s'engager, ça va rendre aussi possible certains sacrifices, et ça renforce chez l'étudiant, et ça je le rencontrais dans tous les entretiens de nouveau, quel que soit le type d'étudiant, plus travailleur, moins travailleur, etc. L'idée qu'il y a un mérite important qui est associé au fait d'avancer dans ses études et de réussir ses études supérieures. Et donc chez tous les étudiants, on retrouve quand même l'idée de c'était difficile ces études, mais j'y suis arrivée finalement, et même si j'ai pas toujours fait ce qu'il fallait, je suis arrivée au bout et j'ai quand même compris comment ça fonctionnait. Alors pour certains étudiants, cet engagement, au moins à certains moments, ça s'apparente vraiment, j'utilisais le mot de sacrifice, vraiment à des sacrifices. Pour certains, c'est toute l'année, pour d'autres, ça va être en période de blocus ou d'examen. Certains vont s'imposer une discipline particulière, un régime alimentaire particulier, des habitudes, un horaire. Il y a des étudiants qui rapportent aussi, quand on creuse un peu, des mots physiques. Ils disent, oui, c'est vraiment en période d'examen, j'ai toujours le dos bloqué, j'ai mal au dos, ou j'ai mal à la tête, ou j'ai mal au ventre. Mais bon, c'est parce que je suis angoissée. Voilà, quand la période passe, ça va mieux. Ou quand j'aurai réussi mon mémoire, quand je serai diplômée, ça ira mieux. Et puis, troisième temps de ce parcours, enfin, la fin des études. Ça va être le moment de ce qu'on peut appeler les épreuves finales. Donc, le dernier stage professionnalisant, le TFE, le grand projet qui va couronner le parcours, etc. C'est le moment de la remise des diplômes, qui est d'ailleurs de plus en plus ritualisé dans dans certains établissements en tout cas. Et là, ce qui a attiré mon attention dans les entretiens, c'était que ce qui était important pour les étudiants, c'était pas uniquement d'arriver à la fin du parcours, d'avoir son diplôme et d'arrêter là, c'était aussi de se sentir validé. Donc, obtenir son diplôme en ayant l'impression qu'on l'a arraché et que les enseignants ou le jury n'en pensent pas moins de vous, c'était pas suffisant pour les étudiants, c'était blessant. Et qu'un des enjeux vraiment, c'est de se sentir accepté, validé, reconnu comme un étudiant capable de suivre le cursus, capable d'obtenir son diplôme, et pour les bacheliers professionnalisants, capable d'accéder à la profession. Donc la mise à l'épreuve des étudiants, c'est jamais quelque chose sur lequel ils émettaient quelque chose de négatif. Ils ne disaient pas « je ne dois pas être évalué ». Ce qui pouvait rebuter ou blesser, c'était l'impression d'être évalué, mais avec parfois du mépris ou une évaluation dont eux ne comprenaient pas les tenants et les aboutissants, et que donc ils jugeaient non objective et qui pouvait faire douter ou décourager. Donc un des exemples que je peux donner, c'est celui de Camille qui était engagée dans des études d'ergothérapie. Bon étudiant, donc qui a rencontré quelques petits soucis dans son parcours, mais qui a fait un parcours direct avec des notes tout à fait honorables, et qui se fait refuser son TFE en juin. Moi, je la rencontre début août, donc au moment où elle doit donner la deuxième version de son TFE. Le début de l'entretien se passe bien, etc. Puis à un moment, elle commence à être effondrée pendant l'entretien, elle pleure, etc. Et je me rends compte que vraiment, elle a été blessée de voir son TFE se faire refuser. Elle n'a pas compris exactement pourquoi. Elle a eu l'impression que les enseignants qu'elle avait en face d'elle lui refusaient un statut, un accès à quelque chose, et estimaient que voilà, elle ne pouvait pas être une bonne ergothérapeute. Alors voilà, c'est sa perception à elle. Elle a réussi son TFE en deuxième session, mais elle garde vraiment ce goût amère, et elle a été blessée. Donc elle a réussi, mais c'était pas ce qu'elle attendait, c'était pas ce qu'elle aurait voulu. Alors en quoi est-ce que ces témoignages-là, ils m'ont permis de penser certains traits communs à la réussite, qu'est-ce qui pouvait favoriser la réussite, et donc chez tous les étudiants, ce qui pouvait sauver, ce qui pouvait aider. Alors je viens à l'adaptabilité des parcours. Alors je le disais, je l'ai évoqué tout à l'heure en parlant du questionnaire, je m'étais rendu compte que les étudiants qui avaient, par exemple, un capital culturel faible étaient moins nombreux que les autres à avoir un parcours direct, à une exception près, c'est quand ce parcours pouvait être très personnalisé, donc il était adaptable. Autre exemple, Raphaël, qui lui est un étudiant en sciences de l'ingénieur civil, qui a mis une dizaine d'années pour terminer son bachelier, qui est un étudiant qui rencontre par ailleurs de gros problèmes de santé, de gros problèmes personnels, financiers, etc. Et qui expliquait comment le fait de pouvoir moduler son parcours, de pouvoir bénéficier d'années d'étalement,
l'avait aidé non seulement à continuer, mais avait aussi favorisé les positions du CPS à son égard, qui voyait un étudiant qui, au bout de 10 ans, n'avait toujours pas fini son bachelier. Et en même temps, cet étudiant, il échouait jamais. Il avançait, il continuait à avancer dans son parcours. D'abord parce qu'il était en étalement, et puis à partir de 2014, parce qu'il était en poursuite de cursus. Alors, par contre, mais peut-être qu'on pourrait y revenir dans la discussion, je pense que cette adaptabilité des parcours, si elle se fait en dehors de tout cadre, effectivement, bien sûr qu'elle continue à favoriser des étudiants qui, a priori, sont les plus à même d'obtenir des diplômes, qui sont ceux qui vont être les mieux conseillés par leur entourage proche, etc. Et donc cette adaptabilité des parcours, elle peut avoir un effet positif si et seulement si elle va de pair avec un accompagnement global suffisamment proche de l'étudiant et qui permette de pallier les inégalités de base. Donc ça veut dire où, au sein de l'institution, on peut être bien conseillé sur les choix qu'on fait, on peut être bien conseillé sur les choix qu'on fait en termes de domaine d'études et de poursuite de parcours, mais aussi en termes de constitution du PAE. Est-ce que ça a du sens de, cette année, de faire un PAE à 75 alors que l'année passée, tu n'as pas réussi autant? Est-ce que ce cours, ça vaut la peine de... Si l'étudiant ne peut pas en discuter avec son entourage proche, il faut que cette discussion-là, il puisse l'avoir, que ce soit avec des enseignants, que ce soit avec des coachs pédagogiques, que ce soit parfois avec les secrétariats étudiants, mais il faut que cet accompagnement, il existe. Deuxième élément, je me suis rendu compte que l'aide à la réussite, elle passait mieux quand elle était intégrée au parcours, c'est-à-dire quand elle était soit directement intégrée dans le cours, par exemple des évaluations tests pendant le quadrimestre, ou... c'est plus facile évidemment pour un étudiant d'en bénéficier que quand il faut faire une démarche, quand il faut se dire bon, là ça va pas, je suis en train de rater, il faut que j'aille voir le service d'aide à la réussite. Ce déclic-là, généralement, il vient plus tard. Il vient chez des étudiants qui ont déjà eu pas mal de difficultés et qui, au bout d'un moment, se retrouvent acculés. Troisième élément, et ça complète ce que je viens d'évoquer, c'est l'idée d'un soutien qui est à la fois empathique et expert. Alors tous les étudiants, il y a eu un moment des figures de soutien qui ont été importantes et qui leur ont donné l'impulsion nécessaire pour continuer, pour passer un obstacle ou autre. Je retrouve ça dans chaque témoignage. Alors ce soutien, il peut se trouver au sein de l'institution, j'ai évoqué les services d'aide à la réussite, les enseignants, les services administratifs parfois, au sein de la famille, parfois ailleurs, ça va être l'entraîneur du club de sport ou autre. Deux exemples d'étudiants, Raphaël et Almaz. Donc ce fameux Raphaël qui a rencontré beaucoup de difficultés pendant son parcours. Almaz, quand je la rencontre, elle est en bachelier à l'université, donc elle veut continuer vers un master. C'est aussi une étudiante qui a beaucoup de difficultés. Et dans les deux cas, quand on parle de moments de grosses difficultés, là j'ai pensé arrêter parce que je ne voulais plus passer ma session, ça n'allait plus. Qu'est-ce qui a fait que tu as continué? Bon, j'ai eu une discussion avec la secrétaire de département qui m'a montré ce que j'avais réussi l'année précédente et que si je mettais un bon coup, c'était possible de... Donc des détails comme ça, mais des soutiens qui ont pu être trouvés à des moments de découragement. Pour Victoria, c'était sa maître de stage qui la soutenait, qui la boostait, à laquelle elle avait envie elle avait envie de la rendre fière et de bien terminer son cursus. J'avais une discussion assez intéressante avec une étudiante qui était en école supérieure des arts et la relation qu'elle décrivait avec ses enseignants était tout à fait différente de ce que j'entendais des relations des étudiants à l'université avec leurs enseignants, par exemple. Où elle me disait, en fait, quand on rentre dans cette école, les profs ne nous considèrent pas comme des étudiants qui doivent faire leurs preuves et qui vont peut-être être éjectés au bout d'un quadri ou deux. Ils nous considèrent très vite presque comme des collègues. Et donc ce qu'elle décrivait, c'était une relation de compagnonnage et d'apprentissage auprès d'enseignants, auprès de professionnels qui savent évidemment mieux qu'elle, mais elle se sentait valorisée et soutenue. Contrairement à ça, je rencontre Damien qui est étudiant à l'université, qui ne rencontre pas de problème particulier. Par ailleurs, il arrive en 3 ans à la fin de son bachelier et réfléchit à son inscription en master, mais qui me dit la relation avec les profs, ils s'en foutent en fait. Je vais les voir, je leur demande des renseignements pour un master et j'ai l'impression de ne pas avoir de réponse. Donc, c'est sa perception à lui, de nouveau, mais voilà, une distance qui est difficile pour lui. Alors je disais un soutien qui est empathique mais qui est aussi expert. Et là je reviens à l'exemple d'Andrea, donc cette étudiante arrivée en Belgique en 2010, qui me dit
mon mari, c'est vraiment mon pilier dans mes études. C'est vraiment un vrai soutien parce qu'il a fait des études universitaires dès le début. Il a pu me soutenir, il sait ce que c'est. Quand je suis découragée en période de blocus, il me dit « Allez, c'est dur, mais maintenant, retourne étudier, fais ceci, etc. » Par contre, ma maman, je veux plus qu'elle vienne pendant une période de blocus parce qu'elle vient dans la chambre toutes les 5 minutes me demander si je veux faire une pause ou si je veux une tasse de café ou un morceau de chocolat. Et donc ça m'empêche d'avancer. Et donc, bon, là, c'est un peu l'exemple très parlant, mais chez tous les étudiants, les soutiens qui ont pu vraiment les aider, c'est des soutiens qui comprenaient quand même le processus dans lequel ils étaient engagés, que ce soit au niveau vraiment technique, réussir autant de crédits, t'y prendre de cette façon ou quoi, ou vraiment au niveau du soutien émotionnel, oui, faire des études c'est dur, c'est comme ça que ça se passe, voilà comment tu dois t'y prendre, etc. Et dernièrement, l'idée de soutien intégral ou intégré, que cette aide à la réussite, elle ne peut pas être en déconnexion d'autres types de soutien qui s'offrent aussi dans nos établissements d'enseignement supérieur. Et donc de nouveau l'exemple de Raphaël, cet étudiant qui a pris si longtemps pour faire son bachelier. Alors oui, l'aide à la réussite, ça l'aide, mais si ces difficultés financières ne sont pas prises en compte par le service social, si ces difficultés médicales ne sont pas prises en compte par le jury pour lui permettre des étalements, etc., ça l'aide beaucoup moins. Je vais m'arrêter là, en fait, j'ai fait le tour. Je rappelle quand même, parce que je sais que parfois les mots des étudiants sont un peu durs, il s'agit de leur perception. Ça ne fait pas toujours justice au travail qui est effectué, que ce soit par les enseignants, par les services d'aide à la réussite, y compris par les secrétariats. Mais je pense que ça nous donne quand même matière à penser pour adapter aussi nos pratiques.